Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. Voici le titre. Les pays du G7 appellent à une action urgente face à la progression du variant Omicron du Covid-19 à travers le monde. Les ministres de la Santé de 7 des nations les plus industrialisées reconnaissent la nécessité de l'accès aux vaccins pour tous. C'est précisément ce que demande aussi l'OMS face à un risque jugé très élevé. L'Organisation mondiale de la santé juge qu'il n'est toutefois pas nécessaire de fermer les frontières. La Barbade est désormais une république. Cette petite île des Caraïbes vient de s'affranchir de la monarchie britannique. Pour la première fois de son histoire, Dame Sandra Mason a prêté serment en tant que présidente. Le drapeau de l'Union Jack a été retiré, remplacé par un trident sur fond bleu et jaune. La Barbade restera tout de même membre de l'organisation du Commonwealth. Et puis dans quelques heures, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon. 46 ans après sa mort, l'artiste de music-hall, résistante et militante antiraciste sera honorée par l'État français lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Parmi les 80 personnages illustres présentes au Panthéon, Joséphine Baker ne sera que la 6e femme et même la première femme noire. Voilà pour nos titres. Justement, à suivre dans nos éditions toute cette journée, nous reviendrons sur ce destin extraordinaire de Joséphine Baker à l'occasion de cette entrée au Panthéon. 46 ans après sa mort, l'artiste est donc honorée à Paris, élevée au rang des personnages qui ont marqué l'histoire de France. Vous pourrez suivre les cérémonies en direct sur notre antenne à partir de 17h, heure de Paris. Et puis autre personnalité à recevoir des honneurs, mais dans un tout autre genre, Lionel Messi, l'Argentin a remporté hier soir son 7e ballon d'or, le premier sous le maillot du PSG. Puis notez que chez les dames, Alexia Putellas est elle récompensée. La capitaine du FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions avec son équipe la saison dernière. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, c'est Paris Direct. Une nouvelle souche du Covid-19 se propage donc à travers le monde depuis plusieurs jours. Cette progression du variant Omicron présente un risque très élevé au niveau mondial, dit l'OMS. Alors que plusieurs pays s'isolent, l'Organisation mondiale de la santé appelle à ne pas fermer de frontières, mais à faire preuve au contraire de solidarité, notamment en faveur de la vaccination dans les pays pauvres. Ces dernières heures, les pays du G7 notamment ont reconnu qu'assurer l'accès aux vaccins était pertinent. Éléonore Vanel. Le président des États-Unis rassurant, au moment où plusieurs pays ont déjà refermé leurs frontières. Pour Joe Biden, il n'y a aucune raison de paniquer face à la propagation du nouveau variant. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. Pour le moment, Washington n'envisage pas de restrictions supplémentaires. Les États-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Dans le même temps, Omicron est détecté dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, où les dirigeants se montrent bien plus alarmistes. À Londres ce lundi, le G7 a réuni en urgence ses ministres de la Santé. Ils appellent à une action urgente face à ce variant hautement transmissible. Scientists are working at speed, at home and abroad, to determine whether this variant is more dangerous. And I can assure the House that if it emerges that this variant is no more dangerous than the Delta variant, then we won't keep measures in place for a day longer than necessary. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souligne la probabilité élevée qu'Omicron se répande au niveau mondial. Mais l'OMS reconnaît aussi l'existence de nombreux inconnus, à commencer par le niveau de protection conféré par les vaccins et la gravité des symptômes. Pour le moment, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Voilà, et puis à ce propos, un premier cas de ce variant aurait été détecté en France. C'est en tout cas ce qu'affirme un chercheur de l'unité mixte de recherche processus infectieux en milieu insulaire tropical. Un cas positif aurait donc été identifié sur l'île de la Réunion. On attend encore confirmation des autorités de santé. Sébastien Lecornu est en Martinique. Le ministre des Outre-mer poursuit son déplacement dans les Antilles françaises après 2 semaines de protestation, de violence aussi parfois. La veille, son déplacement en Guadeloupe a tourné au dialogue de sourds. Les échanges avec les principaux syndicats de l'île se sont fait attendre. Le ministre a estimé qu'aucune discussion n'était possible tant que ces syndicats ne voulaient pas condamner des tentatives d'assassinat contre les forces de l'ordre. Florent Odo.
L'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, pour ces Martiniquais, c'est une bien mauvaise idée. D'obliger aux gens de prendre un vaccin, ça veut dire qu'on est encore en esclavage ou bien on est encore sous une... Il faut être obligé pour prendre un vaccin. Non, on ne peut pas faire ça. Les gens ne veulent pas, c'est ça qui arrive. On n'accepte pas d'être imposé. Pour les syndicats à l'origine du mouvement, pas question d'infléchir leur position malgré l'accord de méthode signé avec le gouvernement. Ils attendent des décisions concrètes de la part du ministre et maintiennent la pression. Pas des déclarations d'intention, surtout pas venir simplement se présenter pour faire croire qu'on va apporter le calme. Le calme ne reviendra qu'avec des dispositions concrètes. Avant la Martinique, Sébastien Lecornu était pendant 24 heures en Guadeloupe, où la situation est beaucoup plus tendue. Les barrages y sont toujours légion. Pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radicaux aussi. Dans l'après-midi, le ministre des Outre-mer a rencontré l'intersyndicale. Parmi ses revendications prioritaires, l'arrêt des suspensions des personnels et professions libérales non vaccinées et la suspension des condamnations des personnes ayant commis les violences de ces derniers jours. Mais l'entrevue avec Sébastien Lecornu ne sera que de très courte durée, 10 minutes à peine, pour un dialogue de sourds. Si réellement il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Seule annonce du ministre à ce stade, l'envoi en Guadeloupe de 70 gendarmes mobiles et 10 membres du GIGN supplémentaires. Mission délicate, elle consistera à tenter de lever les barrages et faire revenir le calme sur l'île. La question de l'influence britannique sur ces anciennes colonies se pose. Ainsi, la Barbade enrichit la liste des pays qui prennent leur distance avec Londres. Il y a quelques heures, vous le voyez, dans la capitale Bridgetown, l'Union Jack a été décroché sous les yeux du prince Charles, remplacé par le drapeau national de la Barbade, un trident sur fond bleu et jaune. La Barbade est ainsi désormais une république. Cette petite île des Caraïbes vient de s'affranchir de la monarchie britannique. Vous voyez les images de la cérémonie qui se poursuit. La Barbade a désormais une présidente élue au suffrage universel, Dame Sandra Mason, qui a pris la parole tout à l'heure, vous allez l'entendre. Tout comme le prince Charles, qui a évoqué, lui, la question du passé et de l'esclavage. I, Sandra Prunella Mason, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Barbados according to law, so help me God. I, Sandra Prunella Mason, do swear that I will well and truly serve Barbados in the office of President. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Dans l'actualité internationale également, ce bilan revu à la hausse au Niger, après les tensions de samedi à Terra, dans l'ouest du pays. Je vous rappelle qu'un convoi de l'armée française a été pris à partie par des manifestants qui ont barré la route aux soldats de Barkhane alors qu'ils faisaient route vers Gao au Mali. Nouveau bilan, donc 3 personnes tuées, 18 autres blessées. Une enquête est ouverte. Des témoins affirment toujours que des tirs français seraient à l'origine de ces décès, ce que réfutent les militaires qui affirment avoir tiré en l'air. Laurent Berstécher. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convoi militaire français est bloqué par des centaines de manifestants à Terra, dans l'ouest du Niger. Opposés à la présence française dans la région, ces derniers tentent d'empêcher l'avancée des camions, malgré les sommations de l'armée. Si on ne s'écarte pas, on va devoir utiliser la force. Après une courte accalmie, les tensions reprennent dans l'après-midi et le face-à-face devient de plus en plus violent. Certains manifestants lancent des pierres en direction du convoi, d'autres tentent même de s'emparer des camions. Alors que la situation menace de dégénérer, les militaires français ripostent à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Mais ils affirment ne pas avoir visé de civils. On a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. On parle de manifestation au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine.
Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Les affrontements ont fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés. Malgré les démentis de l'armée, de nombreux habitants accusent les forces françaises d'en être responsables. On a vu un avion survoler le village et c'est à ce moment que les tirs ont commencé. Tout le monde dit que ce sont les Français qui ont tiré. Ce nouvel incident survient alors que la présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Ghislaine Maxwell a-t-elle recruté les victimes pour son compagnon Jeffrey Epstein, accusé de multiples agressions sexuelles et viols sur mineurs? Depuis le suicide du milliardaire en prison, elle est l'un des rares témoins dans cette affaire aux États-Unis. Au premier jour de son procès, a été présentée comme une femme dangereuse, complice d'un prédateur. Éléonore Vanel. Elle est l'une des victimes présumées de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Sarah Ransom arrive au tribunal fédéral de New York pour assister au procès très attendu de celle qui l'aurait recrutée alors qu'elle était encore mineure pour avoir des relations sexuelles avec Jeffrey Epstein. D'autres plaignantes ont choisi de rester anonymes, mais attendent beaucoup de ce jugement, comme l'explique l'avocate de l'une d'entre elles. Ma cliente qui connaissait Ghislaine Maxwell dit qu'il n'y aurait pas eu de Jeffrey Epstein sans Ghislaine Maxwell, qu'ils étaient partenaires dans tous les domaines. Elle dit que Ghislaine est comme une dealeuse qui a fourni à Jeffrey Epstein sa drogue, à savoir des filles mineures. Ghislaine Maxwell est en effet soupçonnée d'avoir joué le rôle de rabatteuse en recrutant entre 1994 et 2014 des jeunes filles mineures exploitées sexuellement par Jeffrey Epstein. Elle aurait aussi parfois participé aux sévices. Mais pour ses proches et ses avocats, Ghislaine Maxwell servirait en réalité de bouc émissaire depuis le suicide en prison de Jeffrey Epstein en 2019. Ce n'est pas tout à fait un coup monté, mais néanmoins les pièces ont été bricolées pour que Ghislaine soit obligée de faire face aux accusations auxquelles Epstein n'a jamais été confronté à sa place. Elle paye le prix lourd, celui du sang. Elle est traitée comme une coupable. Âgée aujourd'hui de 59 ans, Ghislaine Maxwell plaide non coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a cependant déjà admis lors d'anciens témoignages qu'en tant qu'employée, elle avait trouvé à Jeffrey Epstein des masseuses professionnelles. Les débats doivent durer 6 semaines. Ghislaine Maxwell encourt la prison à vie. Allez, on passe au sport à présent, avant le journal des sports. Un point sur cette soirée de football, soirée qui a de nouveau honoré Lionel Messi. L'Argentin a remporté hier soir son 7e ballon d'or. Et chez les filles, eh bien, c'est une Espagnole qui a été récompensée, Alexia Putellas, capitaine du FC Barcelone. Lionel Messi. Qui d'autre que lui? Pour la 7e fois de sa carrière, Lionel Messi remporte le prestigieux ballon d'or. Une véritable consécration pour le joueur argentin qui devance l'attaquant polonais Robert Lewandowski, qui partait également favori. J'ai gagné ce prix plusieurs fois, mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose, que j'avais un travail inachevé. Mais cette fois, au contraire, j'ai réalisé mon rêve, après tant d'années et de nombreux revers. Finalement, nous l'avons fait. Un 7e prix qui s'ajoute à un palmarès impressionnant. Quadruple lauréat de la Ligue des Champions, Lionel Messi finit la saison 2020-2021 avec le titre de meilleur buteur du championnat espagnol. Pourtant, cette nouvelle distinction n'était pas gagnée d'avance. En août dernier, il quitte le FC Barcelone et rejoint le Paris Saint-Germain, mais ses débuts sont difficiles. Il ne signe que 4 buts et enchaîne blessure sur blessure. Avec ce nouveau ballon d'or, il offre au club parisien le premier de son histoire. Le FC Barcelone garde tout de même des trophées dans ses rangs. Sa capitaine Alexia Putellas remporte le ballon d'or féminin. Voilà ce que l'on pouvait dire, on y reviendra tout à l'heure dans le journal des sports. Un point à présent sur nos titres et ces pays du G7 qui appellent à une action urgence face à la progression du variant Omicron du Covid-19 à travers le monde. Les ministres de la Santé des 7 nations les plus industrialisées reconnaissent la nécessité de l'accès au vaccin pour tous. C'est ce que demande aussi l'OMS face à un risque jugé très élevé. L'Organisation mondiale de la santé juge également qu'il n'est pas nécessaire de fermer des frontières. La Barbade est désormais une république. Cette petite île des Caraïbes vient de s'affranchir de la monarchie britannique.
Pour la première fois de son histoire, Sandra Mason a prêté serment en tant que présidente. Le drapeau de l'Union Jack a été retiré, remplacé par un trident sur fond bleu et jaune. La Barbade restera tout de même membre de l'organisation du Commonwealth. Et puis dans quelques heures, Joséphine Baker fera donc son entrée au Panthéon. 46 ans après sa mort, l'artiste de music-hall résistante et militante antiraciste sera honorée par l'État français lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Parmi les 80 personnages illustres présents au Panthéon, Joséphine Baker ne sera que la 6e femme, la première femme noire. Et on y revient justement, la France offre sa reconnaissance à Joséphine Baker ce mardi avec cette entrée au Panthéon. Elle va rejoindre Zola, Voltaire, Rousseau, Malraux, Jean Moulin, Jean Jaurès, Victor Schœlcher, Pierre et Marie Curie ou encore Simone Veil. C'est donc l'hommage d'une nation à cette femme, née à Saint-Louis aux États-Unis, tombée amoureuse de la France, une artiste de music-hall, mais aussi une résistante. En 1939, face au nazisme, elle offrira ses services au renseignement de la résistance française. Sarah Bernuchon, Claire-Marie Denis, Guillaume Beaufils. C'est un dossier conservé précieusement dans les sous-sols du musée de la Résistance. Cette historienne est venue de Grande-Bretagne pour le consulter. Elle enquête sur un rôle bien méconnu de Joséphine Baker, celui d'espionne pendant la guerre. Baker, Madame Jo-Bouillon Joséphine, transporte des messages secrets au service allié de l'Intelligence Service. Mais le dossier révèle finalement peu d'informations. C'est clair qu'il y a des choses intéressantes dedans, mais il n'y a pas beaucoup de détails. C'est difficile de trouver des sources et des traces détaillées là-dessus. Évidemment, c'était secret. Le mystère Joséphine Baker. Comment une danseuse de music-hall est-elle devenue un symbole de la résistance? Voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker. Quel a été son rôle pendant la guerre? La chanteuse elle-même reste énigmatique. Partout dans le désert, Afrique du Nord, revenant ici, etc., etc. Qu'est-ce que vous faisiez? Ce que je devais faire. C'est-à-dire? Deviner. Une artiste hors norme qui passionne les historiens, mais pas seulement. Tout commence en 1939 dans sa somptueuse villa en région parisienne. Cette histoire-là, ce sont les habitants du Vésinet qui l'ont reconstituée grâce à des centaines d'archives. À cette époque, la popularité de Joséphine intéresse Jacques Apthé du bureau du contre-espionnage qui veut la recruter. En 1939, il la rencontre ici, dans son jardin. Il a trouvé Joséphine en train de ramasser des escargots dans une vieille boîte de conserve toute rouillée, avec un vieux chapeau, un vieux pantalon. Et il s'est dit, c'est ça mon honorable correspondant. Il a eu un léger doute quand même. Hein. Et là, ils ont commencé à discuter. Et Joséphine a dit, la France m'a fait ce que je suis prête à donner ma vie pour la France. Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez. Joséphine Baker va vite le convaincre de son engagement. Pour remonter le moral des troupes en difficulté, elle part chanter sur le front. Mais en juin 1940, la France est occupée par les Allemands. Joséphine décide alors de partir pour la zone libre où se trouvent les Milandes, son château en Dordogne. Au fil des dîners et des voyages, elle recueille des informations qu'elle note soigneusement sur de petits papiers et cache dans ses décolletés. On lui donne diverses missions qu'elle remplit avec beaucoup de talent et beaucoup de discrétion. On ne va pas aller fouiller Joséphine Baker, les Allemands ne vont pas la fouiller, puisqu'ils l'ont vue chanter et danser dans les années 30. Donc ils sont en admiration devant elle, et puis c'est un personnage étonnant, on a envie de la voir dans les grands dîners. Séduite par l'appel du général de Gaulle, Joséphine Baker décide finalement de rejoindre la France libre en Afrique du Nord. Pour raconter son périple, ces auteurs de bandes dessinées sont allés sur ses traces à Casablanca. Quelques mois après son arrivée, Joséphine Baker tombe malade et doit être hospitalisée. Quand le directeur de la clinique nous a vu arriver en disant « Joséphine Baker a été soignée ici », il a fait « Oui, en effet, personne n'est jamais venu nous en parler ». Tout à coup, la chambre de Joséphine Baker, dans ces années-là, est devenue le lieu de rencontre de tous les Marocains et Français gaullistes. C'est un lieu de complot anti-Vichy. Une fois remise sur pied, elle organise une grande tournée afin de récolter de l'argent pour la résistance. Le général de Gaulle est conquis. De Gaulle va la remercier avant tout pour
avoir mis au service de sa cause, au service de la France libre, sa notoriété, son aura. L'engagement d'une artiste qui sera même nommée sous-lieutenant de l'armée de l'air. Son courage et sa détermination lui vaudront de recevoir la Légion d'honneur à titre civil en 1961. Voilà, et toute cette journée, donc France 24 consacre une partie de son antenne à cette icône de l'histoire de France avec des reportages et une édition spéciale à suivre dès 17h, heure de Paris sur notre antenne, notamment pour suivre donc en direct cette entrée au Panthéon. Comme chaque jour à cette heure-ci, c'est l'heure de l'info éco à présent avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Ensemble, on va parler du tourisme mondial qui se retrouve face à une nouvelle épreuve à présent avec ce nouveau variant du Covid-19, un défi de taille. On en parle tout de suite dans l'info éco.